Monsieur Yorana, bienvenue à Tahiti. Une température extérieure de 26 degrés. Veuillez maintenir votre... À 22 heures de vol de Paris, mon enquête commence à la descente d'un avion à l'autre bout de la planète, sur l'île de Tahiti. Ah, Tahiti, la vie rêvée au fil de l'eau. Jusqu'à présent, la Polynésie française n'évoquait pour moi que l'image du paradis. Ce n'est pas la carte postale qui m'a menée ici, mais le plus gros drame qu'a vécu cette île ces dernières années, le crash d'un avion en plein Pacifique. À Papeete, la capitale polynésienne, une stèle est érigée en plein centre-ville en mémoire des disparus du vol 1121. Ils ont installé la stèle en hommage aux victimes. Ils l'ont mis en face parce que l'avion s'est crashé juste là, dans la mer en face, ce qui rejoignait l'île de Moorea. C'était le 9 août 2007. L'avion, un bimoteur comme celui-là, décolle de Moorea, l'île située en face. Quelques minutes après le décollage, les commandes ne répondent plus et l'appareil tombe dans la mer. Le pilote et les 19 passagers meurent sur le coup. Les caméras se focalisent alors sur les familles qui pleurent leurs disparus. Mais pendant ce temps, en coulisses, se joue un moment décisif dont personne ne parle. Les assureurs calculent ce que chaque mort va leur coûter. J'ai voulu comprendre comment les grandes compagnies d'assurance calculent le prix de la vie. Attention, sujet tabou. Pourquoi vous ne parlez pas aussi d'autres choses ? Je ne suis pas à même de vous parler de ces sujets. Parce que personne ne veut me rencontrer. Ce que les assureurs veulent nous cacher, c'est que la vie des pauvres vaut moins que celle des riches. En gros, vous savez qu'un passager américain mort, ça vaut 3 millions de dollars. Un Afrique noire, ça va coûter 50 000 dollars. Même l'État français a calculé le prix de nos vies pour les accidents de la route. Ça paraît un peu cynique, un peu brutal, un peu technocratique. C'est ce que l'État est prêt à dépenser pour sauver une vie. Pour la première fois, vous allez découvrir comment se calcule le prix de la vie et les astuces des assureurs pour payer le moins possible. Depuis le crash du bimoteur au large de Tahiti, 8 ans se sont écoulés. 8 ans de bataille judiciaire pour les proches des victimes. Aujourd'hui, au tribunal de Papeete, va enfin s'ouvrir le procès pour les indemnisations. D'un côté, les 20 familles. Face à elles, la société AXA. Chérie, je crois qu'on a un problème avec les billets d'avion. Tu sais, je vais te dire un truc. Avec ces gens-là, vaut mieux coopérer tout de suite. AXA est l'assureur de la compagnie aérienne. L'entreprise a déjà versé des indemnités, mais les familles les trouvent insuffisantes. Obtenir plus, c'est l'enjeu de ce procès. Quelles sommes ont été payées pour l'instant ? AXA a interdit à son avocat de s'exprimer. Je me faufile dans la salle d'audience pour l'interpeller. Ah ! C'est vous donc. C'est vous que je n'ai pas le droit d'interviewer, si j'ai bien compris. Ça ? Et une interview après, c'est toujours exclu. Vous connaissez la position de la cliente qui préfère effectivement que je ne m'exprime pas. Ok. D'accord. Voilà. Pour savoir combien les familles ont déjà touché, je m'adresse à l'un des proches. Nicolas Fourreau a perdu sa femme dans l'accident. Il ne peut me répondre à la demande des assureurs. C'est eux qui ont imposé la confidentialité sur les transactions ? C'est eux qui l'imposent parce que ça reste uniquement des financiers et qu'ils ne veulent pas qu'une personne utilise un calcul parce qu'il y aurait une surenchère par un Nantes. Et donc ils veulent bloquer et que ce soit vraiment sous le sceau du secret. Aucune des familles n'acceptera de donner un chiffre. Elles ont signé une clause de confidentialité qui les oblige au silence, sous peine de devoir rembourser leurs indemnités. Pour savoir ce que l'assureur a payé, j'appelle le siège d'AXA à Paris. Au téléphone,
un responsable du service de communication. Je ne comprends pas pourquoi vous refusez de vous exprimer sur ce dossier et sur l'indemnisation des victimes. J'entends, j'entends ce que vous dites. Après, Voilà. Une partie est logiquement confidentielle. Une confidentialité qui est imposée par AXA, c'est justement ça qui m'interpelle. On n'a pas la parole pour ce reportage. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Parfait, merci. Au revoir. Confrontée à ce refus, j'ai réussi malgré tout à me procurer un document explosif. Une liste rédigée par l'avocat d'AXA qui énumère les sommes payées à chaque famille. C'est ça, exactement. Chapitre 1, évaluation des préjudices des familles des victimes. Là, on a le décompte de toutes les indemnités qui ont été versées aux familles. Donc là, quand on regarde, on a quand même des énormes différences, quoi. C'est impressionnant. Ce qui surprend d'abord, c'est la disparité des sommes versées. Les indemnités vont de 219 300 € à plus de 2,2 millions d'euros, soit 10 fois plus. Pourquoi de telles inégalités entre des passagers qui voyageaient côte à côte sur le même vol ? Dans l'avion du retour vers Paris, je compare les sommes versées au profil de chaque victime. Premier constat, je m'aperçois que les proches des passagers les plus riches ont obtenu plus d'argent que ceux des plus pauvres. Ainsi, les familles de 2 cadres supérieurs ont touché plus de 2 millions d'euros. Celle d'un fonctionnaire, 1,1 million d'euros. La famille d'un cadre moyen, 461 000 €, et celle d'une jeune employée d'une petite entreprise, 219 000 €. Pourquoi existe-t-il de telles différences entre les riches et les pauvres ? Une question forcément dérangeante. Pour poser cette question à AXA, je m'invite à Paris à la rencontre annuelle des assureurs de transport. Je veux interviewer le directeur général adjoint d'AXA Corporate Solutions, la branche spécialisée en aviation. J'ai trouvé sa photo sur Internet, je n'ai plus qu'à le reconnaître. Voilà que je l'aperçois. Ah, bonjour Monsieur Lamoinerie. Bonjour Linda Bendali, je suis journaliste pour Canal+. Très bien. Je vous appelle parce que j'essaye d'avoir une interview de la part de votre entreprise, parce que je fais un sujet sur l'indemnisation des victimes en cas d'accident. Oui. J'ai eu beaucoup de personnes de chez vous qui m'ont à chaque fois envoyé des messages pour me dire que vous ne répondiez pas à des questions sur ce sujet. Ça m'étonnerait. Alors, ce qu'il faut, c'est que ce soit des gens qui seront là d'ailleurs. Luc Guéritz, que je vous présenterai. D'accord. C'est promis. Il me renvoie vers l'homme qui gère les indemnisations chez AXA, Luc Guéritz. Je me renseigne à l'accueil pour savoir s'il est bien arrivé. D'accord, donc il est là. Oui, normalement. Ok, merci. Pour l'identifier, je cherche sa photo sur Internet. Ah mince, il n'y a pas de photo. Pas de photo. C'est plus compliqué quand il n'y a pas de photo pour trouver quelqu'un. Plus qu'une solution, lire un par un les badges des participants. Bon, je ne le trouve pas. Je vais donc poser la question aux salariés d'AXA présents à cette réunion. Mais apparemment, Monsieur Guéritz s'est volatilisé. Ah, vous ne connaissez pas? Il est peut-être pas là aujourd'hui, ça peut être là demain. Si, parce qu'il a pris son badge. Ah bah j'ai pas vu. Il est en vacances. Voilà. Ah, Voilà. d'accord. Mais, Donc, comment il a fait pour prendre son badge alors à l'entrée? Alors il était pas en vacances alors, mais hier soir il était en vacances. Ah d'accord, bah, c'est un jeu de cache-cache alors. D'accord, mais moi je crois qu'il était en vacances. D'accord, c'est un cache-cache. Ça c'est le nouveau mot d'ordre, bravo. Visiblement, personne ne veut m'aider à le trouver. Je retourne donc voir le directeur général adjoint d'AXA. C'est encore moi? Ah oui, c'est moi, hein. Mais son ton a changé
il a appris que le service de communication s'oppose à l'interview. Est-ce qu'on peut parler à votre responsable sinistre comme vous me l'aviez promis tout à l'heure? Mais je vous l'ai promis pour autant que vous respectiez les règles de la communication. J'ai et appelé la personne de la Et la communication. communication vous dit qu'elle ne vous donnera pas d'interview, donc je ne peux pas aller au-delà. Mais je ne l'ai J'essaye pas. de comprendre comment vous indemnisez Mais je les n'ai aucune préjudices information sur ce que économiques. vous me demandez. D'un seul coup, vous venez vers moi. Alors, on est dans un sujet présentez-moi maritime, vous venez la me parler responsable. d'aviation. Pourquoi vous ne parlez pas aussi d'autres choses? Je ne suis pas à même de vous parler de ces sujets. Parce que personne ne veut me rencontrer. Donc moi, je viens sais vous pas. chercher là où. Est-ce que vous pouvez me présenter le responsable sinistre? Non, je ne peux pas parce que je ne l'ai pas là. Alors, on va le En chercher. revanche, ce qui serait bien, c'est que vous voyez la FFSA. Le dirigeant d'AXA se dérobe en m'expédiant vers le responsable de la Fédération des assureurs. Canal+. Donc, bah, écoutez, on m'envoie de l'un à l'autre. Écoutez, je fais un sujet. Jean-Paul Thomas est censé me répondre au nom de toute la profession. Et là encore, je vais me faire balader. Je n'ai pas à m'exprimer. Il y a quelqu'un qui peut s'exprimer? Vous contactez la direction de la communication de la FFSA. C'est incroyable, on peut poser des questions à personne ici. Si, tout à fait, à la direction Pourquoi de la c'est si tabou? Mais écoutez, je vous fais une réponse, je ne peux pas aller au-delà. C'est sûr, ce n'est pas ici que je vais comprendre les différences d'indemnisation. Pour obtenir une réponse, je pose la même question aux 4 principaux assureurs en France. Je vous appelle parce que je fais un sujet où je souhaiterais comprendre comment vous calculez les indemnisations en cas de décès. Je regarde parce que je ne sais pas du tout si on parle de ce sujet ou pas, honnêtement. Voilà. Je suis vraiment navrée, si je vous réponds pas, c'est que j'arrive pas à avoir une réponse ferme et définitive. Hein. Je vais attendre. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Au bout de 2 mois d'appel, un assureur finit par m'expliquer pourquoi je n'aurai jamais de réponse. Le sujet est tabou parce que dire voilà, telle personne vaut davantage aux yeux de l'assurance que telle autre, c'est un côté un petit peu immoral aux yeux de nombreuses personnes. C'est très difficile à expliquer sans être perçu négativement. Une seule personne va accepter de lever le voile face caméra sur les secrets de la profession. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est l'ancien PDG de la filiale d'AXA, spécialisée en aviation. Pendant 12 ans, Jean-Marie Nessy a supervisé plusieurs dossiers de crash aérien. Aujourd'hui, il a quitté AXA. Il nous confirme que ce sont bien les revenus et la classe sociale qui conditionnent l'indemnisation. Si c'est un low cost, on a un profil de passager qui est plus estival, enfin touristique, etc. Si on a des gens qui sont long courrier, on sait qu'en fonction de la destination, c'est plutôt des gens, des victimes onéreuses, enfin qui ont une grande valeur. Et ensuite, on se dit que dans la classe éco, c'est des gens qui sont considérés comme avec moins de valeur soit par leur famille, soit par leur entreprise, parce qu'on les met, ce qu'on appelle en jargon, dans la cattle class, c'est-à-dire dans la bétaillère. Voilà. Et les enfants dans tout ça, que valent-ils, eux, qui n'ont pas encore de salaire? Alors, si c'est un enfant, ça coûte moins cher. Avec ce type de calcul, tous les crashs ne coûtent pas la même chose. Prenons l'exemple du vol low cost de la Germanwings qui s'est écrasé en mars 2015 dans les Alpes françaises. Le copilote suicidaire a volontairement précipité l'avion sur la montagne. À son bord, 150 victimes, des petits revenus, 16 lycéens et un bébé. Des passagers peu chers, un coup de bol pour les assureurs. C'est un accident dans lequel, en fait, on est dans un vol low cost avec une variété de passagers assez grande, c'est-à-dire il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des accompagnateurs d'enfants, etc. Et il y a quelques hommes d'affaires. Mais par rapport à un vol régulier, on va dire Air France, qui fait Paris-New York tous les jours, il coûte pas cher en assurance aviation. Alors, la valeur du vol Paris-New York est plus importante que celui-là. En termes de sinistre. Maintenant, pourquoi ? Parce que malheureusement, la vie des uns n'a pas la même valeur que la vie des autres.
Pour fixer les indemnités, les assureurs calculent d'abord la perte financière subie par la famille du disparu. C'est ce qu'on appelle le préjudice économique. Le montant de l'indemnité dépend de 2 critères, le salaire de la victime et son âge. Plus il restait d'années à vivre au défunt, plus la facture augmente pour l'assureur. Ainsi, un cadre de 25 ans, gros revenus et grande espérance de vie, va coûter cher à l'assureur. En revanche, un senior, petite retraite et petite espérance de vie coûtera beaucoup moins. Voilà pour le cadre général. Mais dans la réalité, les assureurs ont des astuces pour payer le moins possible. Cette avocate spécialisée en indemnisation va m'expliquer leur stratagème dans le détail. La première technique concerne les dépenses courantes de la victime, déduites des revenus. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Elle correspond à l'achat de vêtements, aux soins médicaux, aux loisirs et même à la nourriture. L'assureur va déduire toutes ces dépenses. Tout le problème, c'est d'évaluer leur montant. Par exemple, dans le dossier de Tahiti, AXA estime que l'autoconsommation de la victime représente 40% du budget des familles. Dire que le défunt consomme 40% du budget de la famille, c'est abusif ? C'est pas abusif, je dirais, c'est totalement irréaliste, c'est une vue de l'esprit. Selon l'avocate, cette part d'autoconsommation devrait être de 25%. 25 ou 40%, ça n'a l'air de rien, pourtant l'impact est énorme. Imaginons un couple de 40 ans qui gagne 60 000 € par an et dont le mari disparaît dans un accident. Avec le calcul de l'avocate, la veuve pourrait toucher l'équivalent de 15 000 € par an. Avec son calcul, AXA ne verserait que 6 000 €, soit plus de 2 fois moins. Donc 160 000, vous voyez l'enjeu. Ah oui, c'est énorme, ouais. Ouais, d'accord. Et ça, on ne le voit pas en plus parce qu'on imagine que c'est... Voilà. Que c'est complètement rationnel, comme vous disiez, quoi. C'est rationnel, mais enfin, ce sont des rationalités qui doivent être explorées. L'autre astuce des assureurs repose sur le choix des barèmes d'indemnisation en fonction de l'âge du disparu. Dans l'affaire de Tahiti, le calcul s'est fait à partir d'un barème de 2004, et non pas sur le dernier barème, celui de 2013, qui est plus favorable aux victimes. Pour bien comprendre, reprenons notre couple de 40 ans. Avec le barème de 2013, la femme du défunt toucherait 450 000 €, mais avec celui de 2004, seulement 129 000 €, soit 3 fois moins. Au total, en additionnant l'astuce de l'autoconsommation et celle du barème, cela ferait une différence de 321 000 € entre le calcul de l'avocate et celui d'AXA. Une belle économie pour l'assureur. Sans l'aide d'un avocat, difficile de s'en apercevoir. Il y a une apparence mathématique et une apparence d'évidence quand on présente des calculs à des personnes qui ne voient pas forcément où sont les pièges, qu'est-ce qu'ils pourraient contester. Je dis que les assureurs, ils jouent leur jeu, c'est-à-dire que eux, ils sont là pour faire des offres, mais ils restent le payeur, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'il faut leur opposer des avocats spécialisés qui jouent leur jeu aussi, qui défendent les victimes, et comme ça, on est à armes égales. Pour négocier leurs indemnisations, seuls 10% des familles se font assister par un avocat spécialisé, une aubaine pour les assureurs. L'âge et les revenus ne sont pas les seuls critères pour fixer le prix d'une vie. La nationalité aussi. La question de la nationalité me conduit en Angleterre. Je me suis procuré une étude qui m'a mis la puce à l'oreille, rédigée par l'assureur anglais Willis. Dans ce document sont listés tous les crashs de l'année 2013. Willis
évalue la facture de chaque accident. D'après l'assureur, le crash de juillet de l'Asiana, qui a fait 3 morts américains, et celui en août d'UPS, qui a tué 2 Américains, coûtera plus de 50 millions de dollars. En revanche, les 2 crashs, qui ont tué 49 Laotiens en octobre et 50 Tatars en novembre, coûteront beaucoup moins. À en croire ce tableau, un Américain vaudrait donc 25 fois plus cher qu'un Laotien ou qu'un Tatar. Pour interroger Willis, j'ai pris rendez-vous à leur siège social, au cœur de la City. Willis est l'une des plus grandes multinationales de l'assurance. Je suis reçue par le responsable mondial de la branche transport. À sa droite, le chargé de communication. Il ne veut pas être filmé, alors nous l'avons caché. 2 personnes là en Alabama coûtent plus cher que 50 au Tatarstan? Oui, c'est possible, car les indemnités pour les citoyens américains peuvent être beaucoup plus élevées que celles des citoyens des autres pays du monde. C'est étrange, non? Oui. Non, je vous arrête là. Nous ne voulons pas entrer dans ce genre de détails. Ce n'est pas très agréable pour nous de parler de ça, des décès. C'est un peu compliqué pour nous que ces propos soient enregistrés. Nous ne voulons définitivement pas avoir ce genre de discussion. Je dois y aller de toute façon. Désolé pour la perte de temps, je m'excuse. La question de la nationalité, c'est le plus grand tabou du monde de l'assurance. Pour en savoir plus, j'interroge Jean-Marie Nessy, l'ancien PDG de la filiale d'AXA, dédiée à l'aviation. Est-ce que vous allez jusqu'à demander la nationalité en moyenne des passagers qui sont dans les avions? On n'a pas le droit. Comment ça, vous n'avez pas le droit? On n'a pas le droit. Et est-ce que c'est quelque chose que vous analysez? Non. Jamais vous regardez? On ne peut pas aller jusque-là. Après des semaines d'enquête, j'ai réussi à trouver un assureur spécialisé en aviation qui va enfin m'avouer que chaque nationalité a son prix. Là, je vais vous dire un peu les dirty secrets, mais ce que je veux dire, c'est que le coût d'un Américain n'est pas du tout le coût d'un Népalais. En gros, vous savez qu'un passager américain mort, ça vaut 3 millions de dollars. Un Afrique noir, ça va coûter 50 000 dollars. D'accord. Un Européen, on va être autour de 1,5 million d'euros. Un Japonais, ça va être très cher. Un Chinois, moins cher. Et ça, ce sont des chiffres que vous donnez au hasard ou Non, c'est ce qu'on observe. C'est ce qu'on observe à la fin des procès que les familles touchent. Ce sont des données que vous avez en tête pour ensuite évaluer ce que va coûter un dossier. Bien sûr. D'accord. Et la prime que vous allez fixer? Si vous assurez une compagnie américaine qui fait que du vol régional US, qui vend que des avions avec toujours 100 passagers, vous savez très bien que si l'avion se pète la gueule, ce sera minimum la facture 100 passagers fois 3 millions égale 300 millions. Maintenant, vous faites le même avion qui fait un Côte d'Ivoire Nigeria, ça va peut-être vous coûter 3-4 millions à tout casser. C'est à la fois scandaleux ce que je vous dis, mais à la fois assez cohérent parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est le coût de la vie. Ça a quand même une cohérence, tout ça. Et là, ce que vous me racontez, vous accepteriez de le raconter en interview? Ouais, en plus, moi je vous avoue, je suis ravi, ça me fait la pub pour mon cabinet. Bah, super. À la semaine prochaine alors. Merci, au revoir. Encore une jolie promesse de rendez-vous, mais la semaine suivante, 1 heure avant notre rencontre, c'est la déception. Le problème, c'est qu'on a été conseillé par pas mal de gens et on a un métier qui doit être discret et on pense que c'est pas stratégique d'assimiler notre nom à un reportage Canal+, qui est grand public. Je vous laisse sur réunion, je m'excuse encore une fois d'avoir changé d'avis. Ok, bah merci. Au revoir madame. Au revoir. Pour calculer le prix de la vie, il n'y a pas que le préjudice économique et la nationalité. Il y a aussi le préjudice d'affection, c'est-à-dire la douleur d'avoir perdu un être cher. Pour ce préjudice, les assureurs versent une indemnité aux proches des victimes. Voici ce que les compagnies d'assurance déclarent payer en moyenne. Pour la perte d'un conjoint, ils indemnisent environ 20 000 €. Un mineur qui perd son père ou sa mère
touchera aussi 20 000 euros, mais s'il est majeur, ce sera seulement 15 000. Quant au prix d'un frère, il est de 9 200 euros, des sommes dérisoires. Retour en Polynésie française. Petero Teuritawa a perdu sa femme dans le crash de Tahiti. À l'époque, leur fille avait 11 ans. Avec sa famille, ils se sont partagés la plus petite indemnité versée par AXA, 219 000 euros. Petero a enterré sa femme près de lui, dans le jardin de leur maison. Hélène avait 33 ans au moment du crash. Au titre du préjudice d'affection, AXA a versé à Petero 27 000 euros. Je dis, c'est de l'argent sale, tu vois. Ils nous ont donné comme ça. Et là, après 8 ans, ils nous disent, on vous a indemnisé. Ça suffit largement. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est ça en fait le système. Si les gens payent leurs assurances et que les assureurs prennent pas ça au sérieux, ils croient qu'on leur vole de l'argent. C'est pour ça que je dis, c'est indemnisé, c'est quoi? Pour les gens, indemnisé, c'est de l'argent qui tombe, mais ça coûte quoi? Les moments difficiles. Tu vois? Ils n'étaient pas là. Et est-ce qu'ils ont réfléchi? Est-ce qu'ils ont vu dans la tête de ma fille comment elle est? Depuis 8 ans, Petero souffre de cette disparition. J'ai encore tous ces effets personnels. Ouais, bon, je vais juste vous montrer. Sa douleur, il la consigne dans son journal intime. Voilà, son bout de cheveux que j'ai récupéré quand ils m'ont ramené le porte-monnaie. J'ai écrit un peu tout ce qu'on a vécu ensemble. Des fois, quand je lis, ça m'arrive de pleurer, c'est pour ça que ça tâche un peu, quoi. Faut-il craindre l'après-demain? Peut-on mémoriser les jours, les moments uniques de notre vie? Je ne peux pas lire. Tu peux lire si tu veux. Comme 15 autres familles, Petero poursuit AXA en justice pour mieux faire valoir son chagrin. Nous sommes à la veille du procès. Pour obliger l'assureur à payer plus, les avocats des familles vont plaider de nouveaux préjudices qui ont déjà été reconnus par la justice dans d'autres crashs. Gérard Montigny et Claude Liénard sont rodés à l'exercice. Dans ce dossier, ils demandent 50 000 euros pour le préjudice d'anxiété des proches, c'est-à-dire le cauchemar vécu le jour du drame. L'anxiété, c'est l'indemnisation de cette seule séquence épouvantable de vie que les proches des victimes ont assumée entre le moment où ils ont entendu à la radio ou à l'occasion d'un flash de télévision, du coup de fil d'un ami, il s'est passé quelque chose, un avion est tombé au large de Moorea. Sont-ils tous morts? Y a-t-il des survivants? Dans quel état je vais le retrouver? Son corps est-il détérioré? Et puis, au-delà, a-t-il souffert? Et toutes ces questions, l'attente, l'anxiété, c'est quelque chose qui aujourd'hui s'indemnise en plus et à part. Les avocats demandent aussi 60 000 euros pour le préjudice d'angoisse de la victime, c'est-à-dire la souffrance du passager qui, pendant la chute de l'avion, a vu la mort en face. Savoir sa mort certaine, inéluctable et toute proche. Ça ne se réparerait pas. L'approche de la mort, on ne paye pas un billet d'avion pour vivre ça. Et si on le vit, on l'a souffert de son vivant. Alors bien sûr, à la fin ils sont morts, mais ils ont souffert de leur vivant. Selon ces avocats, cette bataille va aussi permettre de renforcer la sécurité des avions. Moi, je crois que chaque fois qu'on reconnaît un nouveau préjudice,
c'est une victoire pour la sécurité. Et ça, c'est très important. Plus ça coûte cher à l'assureur, plus l'assureur va être attentif à ne pas laisser voler des avions qui ne sont pas en état de voler. Et les assureurs, ils n'ont pas qu'un rôle de payeur, ils ont aussi un rôle de prévention par rapport à ceux qu'ils assurent sur un marché. Et ça, il faut bien l'entendre, et je crois que quand on l'explique au juge, il l'entend. Mais cette fois, ça ne marchera pas. Un mois plus tard, le juge n'a reconnu dans son verdict aucun des nouveaux préjudices plaidés par les avocats des familles. Ces derniers ont fait appel. Il n'y a pas que le préjudice d'affection et le préjudice économique qui déterminent l'indemnisation des victimes. Dans une catastrophe aérienne, la médiatisation pourrait elle aussi jouer un rôle. Souvenez-vous le Concorde, en juillet 2000, qui s'est écrasé près de Roissy, juste après le décollage. Il y avait une centaine de passagers à bord, des Allemands qui partaient en croisière. Le Concorde est un symbole, la tragédie a un écho mondial. En seulement 10 mois, un temps record, l'assureur a versé plus d'1 million d'euros par passager, pourtant majoritairement retraités. C'est l'une des plus grosses indemnités de l'histoire du transport aérien. Mais dans certains cas, c'est beaucoup moins rapide. Une histoire l'illustre parfaitement. Un crash survenu en 2013 au Laos qui a fait 7 morts français. Ce sont les proches des victimes qui m'ont contacté. Je vais les rencontrer. Je fais des recherches sur Internet. Aucun article dans la presse. Les seules informations se trouvent sur une page Facebook en laotien. C'est un site indépendant, un site de la communauté laotienne, et eux, ils donnent les infos, quoi. Un avion de la compagnie nationale Lao Airlines est tombé dans le fleuve Mekong. Là, c'est la sortie de l'avion, enfin, ce qu'il en reste. Et là, il y a la liste des passagers. 5 Thaïlandais, 7 Français, 5 Australiens, 17 Laotiens. Bilan, 49 morts. La famille que je vais rencontrer habite un village du sud de la France, à 40 km d'Avignon. Bonjour. Dans cet accident, Julien et Antoine Vimont ont perdu leurs 2 parents, Guy et Sophie. Ce couple de retraités était parti à la découverte de l'Asie. Yves est le frère du défunt. Le pont fait 1,5 km en fait. Et donc là, on aperçoit l'île sur laquelle l'avion a touché et pour sombrer sur le milieu de la rivière. L'appareil s'est écrasé il y a déjà 2 ans et l'assureur laotien n'a toujours pas pris contact avec la famille. À ce jour, vous n'avez touché aucune somme d'argent. Il n'y a eu aucune négociation, approche ou quoi que ce soit. Puisque quand ça va se bloquer, ça peut bloquer indéfiniment. Il y a tout un processus, je pense, dans le rôle de la compagnie, de faire en sorte que les choses durent le plus longtemps possible pour qu'on s'essouffle, pour que quelque part, on baisse les bras, on laisse tomber. Selon les Vimont, l'absence de médiatisation ne pousse pas l'assureur laotien à se presser de régler les indemnisations. Je vais rencontrer l'avocat des 7 familles françaises qui partagent cet avis. La compagnie se comporte de manière très lâche parce que, cet accident s'est passé très loin de la France. Donc ils n'ont que faire des proches des 7 victimes françaises, 7 personnes françaises qui ont perdu la vie dans cet accident. Ensuite, c'est un vol intérieur, donc ils s'estiment probablement intouchables. C'est pas un vol international. Ça aurait été un vol entre le Laos et la France. Je pense qu'on n'en serait pas là. Et c'est ça qui est assez cynique et qui est complètement amoral. Donc elle se dit, on n'arrivera pas à me toucher, on n'arrivera pas à me forcer à indemniser, à assumer mes obligations vis-à-vis des proches. Et donc, elle laisse le temps passer
en espérant que les proches des victimes se découragent. Pour faire bouger les choses, Bertrand Courtois a déposé plainte contre la Lao Airlines. L'affaire va finir par se régler, mais sans médiatisation, cela peut prendre des années. Contacté, l'assureur laotien a refusé toute interview. Pour les proches, mieux vaut être patient. En revanche, pour les compagnies aériennes, ça va très vite. L'avion détruit est remboursé en quelques semaines. Pour le crash laotien, seulement 2 mois après le drame, les cadres de la Lao Airlines sont tout sourire. Ils exhibent un chèque comme s'ils avaient gagné au loto. 22 millions de dollars payés par leur assureur pour l'avion perdu. C'est quasiment le prix que l'appareil leur a coûté. Même chose pour le vol de la Malaysia Airlines, qui s'est volatilisé en mars 2014 au-dessus de l'océan Indien. En 2 semaines, le Boeing a été remboursé par les assureurs 110 millions de dollars, alors que les familles des 239 passagers n'étaient toujours pas indemnisées. En aviation, les assureurs s'y retrouvent toujours, car les crashs sont finalement assez rares. Malgré les 5 accidents spectaculaires de 2014, ils ont gagné de l'argent, car ils avaient déjà tout calculé en amont. Bien avant de verser une indemnisation, les assureurs calculent ce que nous devons payer pour être couverts. Pour le comprendre, quittons le domaine de l'aviation pour celui des accidents de la route. Évaluer les risques de notre quotidien, c'est la base du métier des assureurs. Les petits soucis, ça fait partie de la vie. Et ça, AXA l'a bien compris. Ceux qui sont chargés de calculer ces risques, ce sont des mathématiciens qu'on appelle les actuaires. Une profession méconnue du grand public, sur laquelle repose pourtant tout le système d'assurance. Pour comprendre le b.a.-ba de ce métier, mieux vaut retourner à l'école. Ce sera à l'ENSAE, la prestigieuse École nationale de la statistique. Ce matin, je vais assister à un cours d'actuariat. Dans l'amphithéâtre, des étudiants d'une vingtaine d'années, tous mathématiciens de haut niveau. Je m'installe au premier rang. Thème du jour, les accidents de la route. Bien, bonjour à tous. L'idée, c'est d'essayer de mesurer quelles sont les variables qui vont faire qu'une personne a plus ou moins tendance à avoir d'accidents dans l'année qui vient. Et quand elle a un accident, de savoir à peu près combien cet accident va coûter. Alors, il y a une première phase. L'actuariat consiste à transformer tous les risques du quotidien en formules mathématiques. Pour ça, les actuaires compilent des millions de données statistiques. Leur but final, fixer la prime d'assurance que chaque assuré doit payer. Vous voyez que j'ai modélisé mes sinistres par des lois de Poisson, ce qui est assez standard. Face à la loi de Poisson, moi, je suis noyé. Le professeur va me repêcher en me prenant comme cas d'école. Je vais jouer le rôle de la cliente qui veut connaître sa prime d'assurance automobile. Je vais vous poser un certain nombre de questions. Donc, votre âge, je ne l'ai pas documenté parce que je vais faire l'exercice avec moi tout à l'heure et que je ne veux pas révéler le mien. Hein, donc je ne donne pas mon âge. Je le cacherai. Mais vous le savez. Je le sais, parce que je suis très fort. Vous avez eu votre permis en quelle année? En 95. Et vous habitez en zone urbaine, périurbaine, rurale? Urbaine. Urbaine. Première étape, grâce à ces étranges algorithmes, il va calculer en direct mon risque d'accident. Bien, je vous annonce que si vous me croyez, vous avez 1,7% de chance d'avoir un accident dans l'année qui vient. Et cet accident vous coûtera, s'il se produit, en moyenne, 2 418 €. Oula. Si on en croit le modèle que j'ai calculé. Grâce à ces données, il va fixer la prime d'assurance que je vais payer, 41 €. Alors ensuite, tout le monde ne va pas payer pareil. Vous voyez, moi, je suis un meilleur risque que vous. Moi, j'ai que 1,4% de chance d'avoir un accident l'année prochaine, si on en croit ce modèle. Donc, je paierai 33 € à peu près. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait à chaque fois qu'on souscrit une assurance? Oui. Les gens arrivent avec leurs caractéristiques et on évalue leur caractère risqué ou non et combien
à combien va s'élever le sinistre s'il se produit. À l'heure du déjeuner, je m'invite à la table de quelques étudiants. Ça dépend des endroits, mais voilà, il y en a, ils font des... Vous voulez faire quoi, vous, par exemple? Moi, je verrai un peu en fonction de mes stages, tout ça, mais pour l'instant, je suis plutôt intéressée par les modélisations des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles? Oui. Ah bon? Oui. D'accord. C'est-à-dire vous allez essayer de prédire combien de catastrophes naturelles? Voilà, s'il va y avoir un tremblement de terre, la probabilité qu'il y ait un tremblement de terre, et s'il y en a un, combien il va coûter en termes de dégâts humains, en termes de dégâts, voilà. Matériel, c'est ça. Spécialité, non? Je trouve ça assez concret, c'est utile. C'est ce qui fait le charme de l'actuariat. On a plusieurs aspects. Il y a plus choquant que ça pour la mortalité. La proba de survie ou la proba de décès. Vous avez une telle proba de décéder, de mourir là. D'avoir un accident, ça vous a fait bizarre au début de travailler là-dessus? En fait, je pense que c'est ce qui est passionnant, je pense. Parce qu'on se dit comment on modélise ça. L'aspect mathématique, Vous pouvez tout calculer en fait. Mais aussi, il faut voir l'impact sur le... Essayer. De leurs calculs dépend la rentabilité des assureurs. Leur rôle est crucial. Un actuaire gagne en moyenne 7 000 € par mois. Aujourd'hui, vous êtes parmi les métiers les mieux payés et les plus recherchés, non, de ce monde-là? C'est ce qu'on nous dit. Alors, pour l'instant, on ne le voit pas encore, parce qu'on est encore en stage, mais c'est vrai qu'il y a... Je pense que le ratio demande en termes de métier d'actuaire et l'offre, les offres proposées, il y a un sous-effectif d'actuaires formés chaque année. On aura toujours besoin, parce que là, il suffit qu'on repousse l'âge de la retraite pour qu'il fasse refaire tous les calculs. Ouais. Donc là, il y a encore l'actuaire qui est... Ah oui, et là, ce sera l'État qui fera appel à vous en ce moment, c'est ça, Martin? C'est en plein développement. Il n'y a pas que les assureurs qui calculent les risques que nous prenons et le prix de nos vies. Plus surprenant, l'État s'y est mis aussi, notamment pour les accidents de la route. Depuis 15 ans à Marseille, le CNRS conduit des études sur la valeur de la vie humaine. Leur méthode est très différente de celle des actuaires. Au dernier étage de cette bâtisse du centre-ville se cache l'unité de recherche qui a mené ces travaux. Pour définir la valeur de la vie, cet économiste a posé une batterie de questions à des centaines de Français. Il a accepté de me faire passer le test. Donc là, vous avez les 3 feuilles qui correspondent au scénario. D'accord. Je vous laisse les remplir. Stylo, merci. Voilà. Je vais répondre à une 50aine de questions sur mon mode de vie et ma sensibilité. D'un point de vue religieux, vous considérez-vous actuellement comme de culte catholique, orthodoxe, juif, sans religion, protestant, musulman, bouddhique? Sans religion. Si des élections avaient lieu dimanche, votre vote serait plutôt... Ok. Feuille 2. Nous allons vous proposer un scénario dans lequel vous êtes l'acteur principal. Vous allez devoir prendre la décision qui vous semble... Dans ce scénario, il y a 2 villes, Peu-Axi et Axi. À Peu-Axi, il y a 2 fois moins d'accidents de la route qu'à Axi. Je dois dire combien j'accepte de payer en plus par mois pour habiter à Peu-Axi. Après une demi-heure de questions, l'économiste va pouvoir chiffrer le prix que je donne à la vie humaine. Ça y est. Pas évident, hein? Oui. Se faire une idée, oui, je trouve. Oui, il faut se mettre dans le scénario, oui. Là, je me suis demandé, quand vous posiez des questions sur la politique. Les questions politiques. Là, effectivement, il y avait une sensibilité plus importante de certains partis, de personnes se déclarant proches de certains partis, donc sont plus impliqués dans certains domaines d'intervention de l'État. Donc, plus on est de gauche, par exemple, plus on est sensible à l'intervention de l'État, donc plus on est prêt à payer. Éventuellement, oui. D'accord. Sous contrainte budgétaire, donc en fonction des revenus des personnes. D'accord. L'économiste épluche toutes mes réponses. Donc si on fait le calcul ici, dans votre cas, ça correspond à une valeur de 75 millions d'euros. Parce que 75 millions d'euros, ouais. D'accord. En général, les valeurs tournaient entre 1 et 4 millions d'euros
D'accord. En général, les gens ont répondu 1 à 4 millions et moi à 75 millions d'euros. D'accord. Voilà. Si l'État prenait ma valeur comme référence, il se passerait quoi? Alors, si l'État prenait votre valeur comme référence, ça impliquerait qu'il investirait des sommes très importantes dans la sécurité routière. Et étant donné que le budget d'État est limité, ça serait au détriment d'autres secteurs d'intervention. C'est aller un peu au-delà des préférences de la population et de ce qui serait bon pour le pays, parce que ça se ferait au détriment d'autres champs d'intervention de l'État. À la sortie de cet exercice, je suis déconcertée. Pourquoi ai-je donné une valeur à la vie 20 fois plus élevée que les autres sondés? Peut-être parce que j'ai perdu des proches dans un accident de voiture. Par mail, l'économiste du CNRS me donne une explication. La partie de votre cerveau qui gère les émotions a court-circuité votre cortex qui analyse et prend les décisions. Quand l'émotion domine, toute décision devient irrationnelle. Et ça, l'État ne peut pas se le permettre. La valeur de la vie définie par le CNRS a été adoptée par l'État français. J'ai découvert ce rapport commandé en 2013 par le gouvernement. Il est écrit noir sur blanc que la vie de chaque Français vaut 3 millions d'euros. L'auteur de ce rapport, c'est cet homme, Émile Quinet. Cet ancien haut fonctionnaire est un spécialiste mondial de la valeur de la vie humaine. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est que l'État ait besoin de donner un prix à la vie humaine. Pourquoi? Ça paraît choquant, hein. C'est quelque chose ça paraît un peu cynique, un peu brutal, un peu technocratique. Mais en fait, il faut voir d'où ça vient. C'est ce que l'État est prêt à dépenser pour sauver une vie. Hein, et c'est un outil, une valeur, une barre qui est nécessaire et qu'il faut mettre en œuvre si on veut que les choix de l'État soient cohérents. Si pour sauver une vie, il faut dépenser plus de 3 millions d'euros, on ne le fait pas. S'il faut dépenser moins, eh ben on le fait, on y va. Établir le prix de nos vies à partir de sondages, comme s'il s'agissait d'un paquet de lessive, plutôt étonnant. Mais pour Émile Quinet, c'est la meilleure méthode. C'est la méthode qui est la plus générale, la plus largement utilisée. Je ne peux pas trouver meilleure comparaison qu'une étude de marché. C'est l'État, enfin par mon intermédiaire, par le truchement du groupe que l'on constituait, qui a voulu recenser ce que les gens étaient prêts à payer pour améliorer leur sécurité. Et c'est en un sens, c'est très démocratique. Hein. Aujourd'hui, en France, ce chiffre de 3 millions d'euros guide toutes les décisions de l'État en matière de sécurité routière. En Seine-et-Marne, à 10 km de Coulommiers, la départementale 222 donne sur un carrefour, barré d'un stop. En avril 2014, le fils de Virginie et Frédéric Turlin se tuent en moto à ce croisement, percuté par une voiture qui n'a pas respecté le stop. Jordan avait 23 ans. Notre fils revenait du travail le soir avec un collègue. Ils étaient à deux, moto, ils se suivaient. Arrivé à la hauteur du croisement, là, une personne qui arrivait de l'autre côté en voiture a ralenti et est reparti aussitôt. Mon fils s'est amené, il a touché la moto sur l'arrière de la moto. Et mon fils est parti en glissant et il s'est retrouvé le dos dans les sapins, dans les arbres là-bas, qu'il l'a tué sur le coup, quoi. Voilà. Ça a été en 1 seconde. Ma fille, la sœur de Jordan, avec sa copine, ils revenaient de Coulommiers et ils faisaient la queue dans la file de voitures qui était arrêtée par les gendarmes. Ils ne savaient pas que c'était Jordan. Elle a couru vers le gendarme. Le gendarme lui dit « Je suis désolé, il est mort sur le coup, il n'a pas souffert. » La pauvre, elle était... Après, elle m'a appelé, je l'ai eu au téléphone, elle hurlait. Regarde, lui, il roule bien, lui. Ça, c'est du 70, hein, c'est parfait, hein, on a l'exemple. Hein. Les parents de Jordan réclament la construction d'un rond-point pour forcer les conducteurs à s'arrêter. Coût estimé des travaux, 1 million d'euros. Un rond-point coûte très cher, on en a conscience, mais est-ce que la vie des gens... n'a pas plus de valeur. Voilà, ouais.
Ou qu'ils nous disent à combien ils estiment une vie par rapport pour faire un rond-point. Moi, on n'arrive pas, on ne comprend pas. Pour alerter l'opinion, les parents de Jordan ont planté cette pancarte. Combien de vies pour un rond-point ? Le conseil départemental de Seine-et-Marne a étudié le dossier, mais avec un seul décès en 5 ans à ce croisement, c'est insuffisant pour lancer de gros travaux. Voici les conclusions des techniciens du département. La solution carrefour giratoire, c'est-à-dire le rond-point, paraît disproportionnée étant donné le bilan des accidents. Du coup, le Conseil général n'a financé qu'un panneau pour limiter la vitesse à 70 km/h et des bandes rugueuses sur le sol. Coût des travaux, 80 000 €, soit 12 fois moins qu'un rond-point. Dans le village de Saint-Denis-les-Rebets, la commune dont dépend le carrefour, la maire défend la logique mathématique et budgétaire. La valeur de la vie, elle est inestimable, ça c'est clair, je veux dire. Mais en même temps, on ne peut pas répondre systématiquement à une émotion, quelle qu'elle soit, en se disant on déclenche un investissement parce que c'est pas forcément justifié, c'est pas forcément pertinent. C'est évident, ça se place en termes d'arbitrage. Et pour ce faire, on fait confiance à des techniciens dont c'est le métier et qui vont vous dire tel endroit nécessite l'implantation soit de radars, soit de ronds-points, soit de ralentisseurs, d'une façon ou d'une autre. À 80 km de ce village, près de Fontainebleau, un autre carrefour dangereux. Mais ici, il y a eu 2 morts en 5 ans. Le conseil départemental de Seine-et-Marne a donc débloqué 4,5 millions d'euros pour construire un rond-point. Il faut s'y faire. Toutes nos vies ont un prix, une valeur mathématique, statistique, budgétaire, des sommes qui paraîtront toujours insuffisantes au regard de la perte d'un être cher.